les choses qui ont été bonnes dans le ministère de Karim Wade, c'est que, pour une fois, et moi je suis très bien placé pour le savoir, c'est que j'ai eu l'aménagement du territoire comme lui, mais je n'avais pas les moyens de mettre en place les infrastructures parce que la direction de l'aménagement du territoire n'avait aucun visa sur les investissements publics. Et c'était mon combat et j'explique au gouvernement que le directeur de l'aménagement du territoire doit avoir un visa et doit mettre son accord devant n'importe quel investissement public mais qui est placé dans le pays. Mais sinon, vous avez le monsieur qui doit aménager le territoire mais qui n'a que des plans et de l'autre côté, les messieurs qui vont faire les infrastructures ou les dames et qui seront complètement détachés, indépendants mais de l'aménagement du territoire. Donc vous allez finir avec des plans d'aménagement du territoire qui sont magnifiques, qui sont idéaux et de l'autre côté, des infrastructures qui ne respectent pas du tout mais les plans d'aménagement. Et donc, en le regroupant au sein du même ministère, on crée une cohérence entre l'aménagement du territoire et les infrastructures qui servent à aménager ce territoire. Donc, les moyens et les fins sont mis ensemble. Alors, mais ce qui n'est pas bon dans le gouvernement, dans l'organisation ministérielle de Karim Wade, c'est que j'ai le pressentiment que quand on a la coopération, enfin, c'est pas un pressentiment parce que nous avons la coopération, je sais bien ce que je dis, quand on fait de la coopération, il y a une très bonne partie du travail qui consiste à faire même de l'évaluation ex post. Ça veut dire que pour faire un programme au Sénégal, non seulement vous le concevez, mais vous allez chercher de l'argent en tant que ministre de la coopération. Mais après, une fois que le ministère technique, comme le ministère de la Santé ou le ministère des infrastructures exécute, vous, monsieur coopération qui êtes allé chercher de l'argent, c'est à vous justement d'évaluer et de dire que ce programme est bon, il a été bien exécuté ou il n'a pas été bien exécuté. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'en mettant le même ministre des infrastructures et ministre de la coopération, on l'amène à faire de l'évaluation sur sa propre action. Ça veut dire qu'il est à la fois jugé parti. Ça veut dire qu'il y a un conflit d'intérêts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a une mauvaise implémentation mais des infrastructures et une mauvaise politique des infrastructures, la coopération ne pourra pas, dans ses missions d'évaluation ex post, dire que les infrastructures n'ont pas été implémentées de façon correcte. Donc ça, c'est déjà un point. Et c'est la raison pour laquelle l'évaluation ex post des programmes de développement était confiée à l'économie et aux finances, mais que l'économie et des finances n'avait aucune fonction d'exécution technique en tant que ministère technique. Donc c'était laissé au ministère technique. Et là, la confusion, mais qui a été créée, crée d'abord un conflit d'intérêts. Bon, la deuxième chose, c'est que la recherche des financements, elle tombe pas comme ça, comme un cheveu dans un processus, c'est tout un processus qui est lié, depuis le cadrage macroéconomique jusqu'aux recherches des financements, en passant mais par les estimations des investissements publics, mais en passant mais par la modélisation macroéconomique. Et tout ça, c'est fait par les hommes des mêmes métiers, mais qui sont des fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances. Donc, on a rompu une continuité en venant prendre une partie de la chaîne, un maillon, mais pour l'enlever. Est-ce que ça va créer des problèmes? Apparemment, je suppose que ça peut créer des problèmes. Et troisième et dernier problème, mais concernant justement cette dispute entre la coopération, autour de la coopération des pays arabes et consorts, je dis que le critère de la coopération n'est pas un critère géographique. Mais je m'explique très simple. Quand vous dites par exemple, je confie à Dame Babou le ministère de la coopération avec les pays arabes, il est important de savoir si on pense uniquement à la coopération bilatérale entre le Sénégal, Dubaï, Koweït, l'Arabie Saoudite, ou bien si on pense à la coopération multilatérale, comme la Banque de développement, comme la BID, comme la Banque de développement arabe, mais pour le pays africain, et ainsi de suite. Parce que selon qu'on est dans une coopération arabe bilatérale ou dans une coopération arabe multilatérale, les interlocuteurs changent, les méthodes changent, les instruments changent et tout change. Donc on ne peut pas, mais de façon résumée et globale, dire coopération asiatique ici, coopération là-bas. C'est plutôt, à mon avis, si on voulait décomposer la coopération, mais c'était plus dans une optique bilatérale, multilatérale. Aujourd'hui, même si Karim Wade, par exemple, a la coopération avec les pays arabes, il est clair qu'une institution comme la Banque islamique de développement va traiter comme la Banque mondiale. Elle traite avec les mêmes instruments et les instruments avec lesquels il traite sont des instruments avec lesquels elle traite et sont des instruments qui sont aujourd'hui logés au ministère de l'économie et des finances
et ses interlocuteurs, ce sont des fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances. Donc je pense que tout ça, c'est des problèmes de cohérence, mais c'est des problèmes de continuité. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il est extrêmement important que dans les processus d'institutionnalisation, qu'on commence d'abord par identifier les problèmes. La deuxième étape, c'est on commence par concevoir les institutions qui doivent répondre à ces problèmes. Et troisième et dernière étape seulement, on peut penser aux hommes et voir qui s'occupe de quoi. Mais je pense que quand on inverse la démarche dans le processus d'institutionnalisation, on fait des erreurs, on crée des problèmes comme ça. À l'époque, je me souviens très bien, quand nous faisions la passation des services, mais je faisais partie de ceux qui étaient, il y avait 2 ou 3 personnes, mais qui devaient comptabiliser, mais faire l'état des réserves dans les banques, mais de l'État du Sénégal. Et à l'époque, je me souviens, on avait 498 milliards dans les comptes déposés dans les banques commerciales du Sénégal au nom de l'État sénégalais. Et ce qui était intéressant à l'époque, cela veut dire tout simplement que nous avions des ressources à court terme. Cela veut dire que nous avions des marges de manœuvre en matière de budget. Et la grande leçon qu'il faut tirer aujourd'hui, mais des difficultés, mais des finances publiques sénégalaises, parce que tout le monde sait que nous avons des difficultés, tout le monde sait que nous sommes allés des excédents vers des déficits importants, tout le monde sait que nous courons allons pour avoir des rallonges, mais pour combler des déficits. La grande leçon, c'est qu'il faut avoir une conception cyclique du budget et une conception intertemporelle du budget. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites de la gestion budgétaire, il faudrait profiter des moments de vache grasse pour préparer les moments de vache grasse. Moi, ce n'est pas les conditions du banquier à l'emprunteur qui me gênent, parce que tout banquier exige des conditions. Mais ce qui me gêne aujourd'hui, personnellement, dans les conditions du FMI, c'est qu'il y a des conditions qui dépassent l'espace économique, mais pour envahir l'espace politique. Et je pense que ce n'est pas le rôle du FMI, ce n'est pas de la responsabilité du FMI. Le FMI n'est pas un gouvernement, il n'est pas investi d'un pouvoir de souveraineté, il n'est pas investi d'un pouvoir politique, mais pour pouvoir s'appuyer sur des questions qui me paraissent essentiellement politiques. Et ça, je pense que c'est l'affaire des États, c'est aux États de combattre ça, pour réduire le FMI à la mission économique, et qu'on fasse la politique économique, qu'on fasse les conditionnalités, mais que les conditionnalités soient économiques. Oui. Ce qui s'est passé au Sénégal ces derniers temps, avec les dépenses extra-budgétaires, c'est tout simplement une violation de la loi des finances. C'est très clair, c'est évident. Alors, le problème de fond, c'est que comment se fait-il qu'on ait pu violer aussi longtemps, pour de gros montants, pour qu'on s'en aperçoive seulement très tard, la dernière minute? Et ça, il y a une responsabilité conjointe. Bien sûr, il y a premièrement de la part des gens qui sont chargés du management de l'économie sénégalaise et des finances publiques, une volonté de dissimulation et une volonté de manque de transparence. Mais c'est évident que les gens ont cherché à tricher. De l'autre côté, il y a eu de l'incompétence de la part des statuts FMI, parce que tout simplement, ces choses-là n'auraient pas dû atteindre ce niveau-là. Ils ont fait les programmations ensemble et je pense qu'à la dernière minute, quand les FMI s'est rendu compte de l'ampleur des dépenses budgétaires, ils ont lâché le gouvernement sénégalais en pointant du doigt le gouvernement sénégalais. Alors que moi, étant de l'intérieur et connaissant comment le processus marche, je sais qu'à un moment à un autre, c'est un processus qui a dû impliquer des fonctionnaires du FMI à un moment. Saggan, saggan.